Lorsque les historiens décrivent l'année 1906 à San Francisco, ils se concentrent sur la catastrophe en surface, le violent tremblement de terre qui a frappé à 5h12 du matin. Les incendies qui ont consumé la ville pendant 3 jours, la dévastation qui a laissé plus de 400 pâtés de maisons en ruine. Mais la véritable histoire, celle qui est à peine apparue dans les rapports de reconstruction, celle qui aujourd'hui encore reste enfouie dans les notes municipales, a commencé sous la surface. Tout a débuté avec une opération de nettoyage massive. Les ingénieurs ont reçu l'ordre de déblayer les débris à travers la ville dévastée, de retirer les gravats des bâtiments effondrés et de préparer le terrain pour l'ambitieuse reconstruction de San Francisco. Alors que la nation regardait la ville renaître de ses cendres, l'objectif était pratique: stabiliser le terrain, évaluer les dégâts et déterminer si la terre pouvait supporter le poids d'une métropole reconstruite. Mais au moment où les ouvriers ont commencé à creuser à travers la destruction, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils ont percé des couches qui n'avaient pas été exposées depuis des décennies sous les décombres de 1906, plus profonds que quiconque ne l'avait anticipé. Les équipes ont découvert des tunnels et des chambres qui ne correspondaient à aucune infrastructure connue. Leur ampleur était immense, leur construction était inhabituelle et la maçonnerie ne ressemblait à rien dans l'histoire documentée de San Francisco. Elle ne ressemblait même pas à la construction de l'ère victorienne qui était censée avoir défini la ville. Cela n'a pas été mentionné dans les rapports publics de reconstruction. Cela n'est pas paru dans les journaux couvrant l'effort de reconstruction. Mais dans les notes internes de cette année-là, une phrase discrète apparaît encore et encore. Tunnels, préexistants, profondeur inattendue, origine inconnue. L'histoire officielle simplifierait plus tard tout cela en vieille canalisation d'égouts, tunnels miniers oubliés ou simplement dommages sismiques mal identifiés. Rien d'inhabituel, rien qui mérite d'être discuté. Mais les photographies d'arpentage de l'époque, celles développées dans les bureaux municipaux sombres pendant que San Francisco se reconstruisait, montrent quelque chose de différent. Elles montrent des ouvriers debout à côté de passages en briques construits avec une précision largement supérieure à tout ce qui figure dans les archives officielles de construction de la ville. Des tunnels assez larges pour y faire passer des calèches, pourtant absents de toutes les cartes. Des corridors voûtés assemblés avec une telle expertise que même dans la qualité granuleuse de la photographie du début des années 1900, le savoir-faire est indéniable. Des systèmes de drainage sculptés dans le substrat rocheux qui n'apparaissent dans aucun document de planification urbaine, et plus ils creusaient, plus les couches cessaient de ressembler à une infrastructure victorienne pour ressembler davantage à une infrastructure qui avait été construite, puis enterrée et délibérément oubliée. Au début, les équipes de nettoyage ont essayé de tout catégoriser de la manière la plus simple possible: vieux tunnels utilitaires, puits de mines abandonnés, fissures naturelles ouvertes par le tremblement de terre. Mais à mesure que les notes s'accumulaient et que de nouveaux passages étaient découverts, les incohérences se multipliaient. Pourquoi certains tunnels étaient-ils construits à une échelle bien plus grande que tout ce dont San Francisco avait besoin dans les années 1800? Pourquoi certaines sections étaient-elles tapissées de briques si précisément posées que les ingénieurs modernes ne peuvent toujours pas expliquer la technique? Pourquoi certains corridors s'étendaient-ils sous des zones qui étaient censées être des collines vierges avant la colonisation américaine? Et la question qui troublait même les urbanistes les plus traditionnels: pourquoi ces tunnels plus profonds étaient-ils si élaborés? La reconstruction nécessitait des relevés précis de la stabilité du sol. Pourtant, l'infrastructure souterraine sous certaines parties du centre-ville, de North Beach et du quartier financier, semblait construite pour une ville bien plus grande et bien plus ancienne que le San Francisco des archives publiques. Les équipes de nettoyage admettaient discrètement entre elles que la profondeur et l'ampleur ne correspondaient à aucun calendrier de construction qu'elles connaissaient.
Et bien qu'aucune d'entre elles n'utilisait des termes comme histoire cachée, elles reconnaissaient quelque chose de tout aussi troublant. Quelqu'un avait construit sous cette terre auparavant. Pas de simple tunnel, pas de puits de mine primitif, mais un réseau. À mesure que la documentation augmentait, le silence aussi. Les rapports devenaient plus courts. Les descriptions devenaient vagues. Les photographies cessaient de montrer toute l'étendue des passages, et puis les zones d'excavation ont été hâtivement scellées à nouveau fin 1906 et début 1907, remplies de gravats du tremblement de terre, recouvertes de nouvelles constructions, et une grande partie de ce qui avait été exposé a été rendu à l'obscurité. Seuls des fragments subsistent, des notes, une poignée de photographies et les témoignages discrets d'ouvriers municipaux qui ont vu les tunnels avant que certaines sections ne soient définitivement fermées. Mais même à partir de ce qui survit, un schéma devient visible. Des passages trop élaborés pour l'histoire connue de San Francisco, des travaux de maçonnerie trop avancés pour la chronologie acceptée, des méthodes de construction qui semblent héritées, une infrastructure qui semble appartenir à une ère de construction entièrement différente. Lorsque les équipes de reconstruction ont dépassé les premières couches reconnaissables sous la ville en ruine, les attentes étaient simples. Elles pensaient trouver des dommages sismiques, peut-être quelques anciennes fondations de sous-sol et des vestiges épars de la construction de l'époque de la ruée vers l'or. Rien d'inhabituel, rien d'extraordinaire. Mais en quelques semaines, cette hypothèse s'est effondrée car au lieu d'une séquence nette de bâtiments effondrés et de substrats rocheux naturels, les équipes ont découvert un empilement de couches d'infrastructures qui ne se comportaient même pas comme les couches d'une ville normale sont censées se comporter. La première anomalie était l'alignement. Chaque couche, post-séisme, pré-séisme, victorienne et tout ce qui se trouvait en dessous, semblait suivre la même grille, la même orientation, le même motif géométrique. Des époques différentes ne devraient pas faire cela, des urbanistes différents, des entreprises de construction différentes, des décennies différentes. Ils ne construisent pas en parfait alignement avec une infrastructure enterrée à des mètres sous eux. Pourtant, sous San Francisco, c'était le cas. Des tunnels d'une époque passaient directement au-dessus de tunnels d'une autre. Des passages s'alignaient avec des passages enterrés bien en dessous d'eux. Les systèmes de drainage partageaient la même trajectoire, même lorsqu'ils étaient séparés par des décennies ou des siècles inconnus. C'était comme si chaque groupe qui avait jamais construit sur ce sol suivait un plan d'urbanisme original, un plan qui n'existait plus dans aucune archive. À mesure que les ouvriers creusaient plus profondément, les couches devenaient plus étranges. Sous la brique et le bois victorien attendus, ils ont commencé à rencontrer de la maçonnerie qui ne ressemblait en rien à la construction du XIXe siècle. Des passages beaucoup plus larges, des travaux de briques beaucoup plus serrés, des systèmes qui semblaient trop mathématiquement précis pour quoi que ce soit dans la chronologie documentée de San Francisco. Certains tunnels semblaient presque surdimensionnés. Des chambres parfaitement voûtées avec une courbure impeccable, façonnées avec une précision qui ne correspondait pas aux méthodes de construction de la Californie de l'époque de la ruée vers l'or. Et puis vint la découverte qui déconcerta même les ingénieurs les plus expérimentés. Des sections entières des tunnels les plus profonds étaient remplies de boue durcie et de sédiments si densément tassés qu'il a fallu des jours pour les excaver. Couche après couche de terre comprimée, comme si ces passages avaient été délibérément enterrés ou avaient été submergés et remplis naturellement au fil du temps. Pourtant, il n'existe aucun document historique attestant que San Francisco ait connu des inondations suffisamment graves pour remplir des tunnels souterrains à cette profondeur. Aucune carte montrant d'anciens cours d'eau sous ces points spécifiques. Rien qui explique pourquoi de grandes sections de l'infrastructure la plus profonde semblent avoir été intentionnellement ensevelies sous des couches de boue et de débris.
Les photographies d'arpentage prises en 1906 et 1907 le montrent clairement. Des ouvriers debout à côté de passages si grands que les hommes semblent petits en comparaison. Des travaux de briques posés avec une telle précision qu'aujourd'hui encore, les ingénieurs étudient les images d'archives avec incrédulité. Des arches et des joints qui ressemblent à une infrastructure bien plus ancienne et bien plus sophistiquée que tout ce qui est attribué au San Francisco de la ruée vers l'or. Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui apparaissait sur les photographies, c'était ce qui n'apparaissait pas dans les archives. Les rapports officiels de reconstruction rédigés dans les années suivant le tremblement de terre mentionnent à peine ces caractéristiques. Certains dessins omettent entièrement les tunnels les plus profonds. Certaines couches d'infrastructures sont résumées par des termes vagues comme services publics préexistants ou construction antérieure, même si les photographies montrent qu'elles étaient bien plus complexes que cela. Le silence est difficile à manquer, car si ces couches plus profondes appartiennent vraiment à des périodes historiques connues, pourquoi n'ont-elles pas été décrites en détail ? Pourquoi les techniques de construction inhabituelles n'ont-elles pas été documentées minutieusement ? Pourquoi les photographies ont-elles été dispersées dans les archives municipales au lieu d'être rassemblées dans un rapport municipal complet? Même certains travaux de briques soulevaient des questions. Des joints trop serrés, des surfaces trop lisses, des motifs trop uniformes, des marques qui ressemblent moins à de la brique posée à la main qu'à une construction de précision produite en masse. Une construction qui, selon la chronologie conventionnelle, n'existait pas lorsque ces tunnels étaient censés avoir été construits. Ce que les équipes de reconstruction ont découvert était une infrastructure qui ne correspondait pas à la construction de la ruée vers l'or, ne correspondait pas à l'ingénierie victorienne, et ne correspondait même pas à elle-même à différentes profondeurs. Au lieu de cela, elle formait un langage architectural étrange, qui semblait provenir de plusieurs époques, mais restait d'une certaine manière unifié, aligné et incroyablement sophistiqué. Le premier choc est venu avec les chambres elles-mêmes. Ce n'étaient plutôt pas de grossiers tunnels miniers ou d'étroits passages utilitaires. C'étaient des espaces parfaitement voûtés, des pièces façonnées avec des proportions exactes, des arches qui conservaient leur courbure impeccablement à travers les décennies, et des voûtes en briques disposées avec une cohérence presque comme les vestiges d'un plan d'infrastructure maître qui n'existe plus dans aucune archive. Certaines chambres étaient complètement scellées, remplies de boue comprimée, si dense que les ouvriers pensaient avoir atteint le substrat rocheux solide. Mais une fois ouvertes, elles révélaient des intérieurs qui semblaient intacts depuis le jour où ils avaient été fermés. Des murs lisses, de la brique ajustée et des motifs de construction qui soulevaient plus de questions que de réponses. Et puis vint la caractéristique qui intrigue encore les chercheurs aujourd'hui, les puits d'accès circulaires géants. Officiellement, ils ont été étiquetés plus tard comme de vieux puits ou des dolines naturelles, mais rien en eux ne correspond à la conception typique d'un puits ou à une formation géologique. Ils étaient trop symétriques, trop profonds et trop parfaitement cylindriques, comme s'ils avaient été coupés avec des outils capables de maintenir une rondeur impeccable sur des dizaines de mètres de profondeur. Certains puits étaient assez larges pour que plusieurs ouvriers descendent côte à côte. D'autres se rétrécissaient progressivement, presque comme des systèmes de ventilation ou des points d'accès mécaniques pour des machines. Les ouvriers de 1906 les ont décrits dans leur correspondance privée comme des passages verticaux d'ingénierie, pas des puits, mais des structures avec un but délibéré, bien que personne ne puisse dire quel aurait pu être ce but. Une autre anomalie est apparue dans le placement de certaines structures de soutien. Celles-ci ne soutenaient pas simplement les rues au-dessus. Beaucoup étaient plein positionnés de manière qui n'avait aucun sens d'ingénierie pour le San Francisco victorien. D'énormes piliers de briques soutenant des sections qui semblaient n'avoir besoin d'aucun renforcement. Des murs de fondation s'étendant bien au-delà de l'empreinte de tout bâtiment documenté au-dessus d'eux.
Cela créait une possibilité inconfortable. La ville en surface ne repose peut-être pas simplement sur du substrat rocheux naturel. Elle pourrait être assise sur quelque chose de beaucoup plus grand, une infrastructure dont l'étendue n'a jamais été enregistrée, jamais cartographiée et jamais expliquée dans l'histoire officielle de San Francisco. Plus les ouvriers creusaient profondément, plus les découvertes devenaient étranges. Des tunnels de briques sont apparus avec des murs parfaitement droits. Certaines surfaces étaient glacées, lisses, presque réfléchissantes. D'autres montraient des passages coupés avec précision si uniforme que les ingénieurs en construction moderne débattent encore des méthodes qui auraient pu les produire. Mais la découverte qui a causé le plus de confusion était la présence de rails métalliques encastrés dans les sols de tunnels qui étaient censés être antérieurs à tout système ferroviaire à San Francisco. Certains rails semblaient corrodés, rouillés ou fusionnés à la brique. Pourtant, ils ont été trouvés dans des couches supposément plus anciennes que les premières lignes de tramway de la ville. L'explication officielle offerte plus tard: des voies de chariots miniers abandonnées, des vestiges industriels oubliés. Mais cela n'explique pas pourquoi les rails apparaissent dans des tunnels, sous des zones qui n'ont jamais été documentées comme sites miniers, et pourquoi ils courent selon des motifs organisés, pas placés au hasard, mais alignés comme l'infrastructure d'un système de transport qui n'a jamais été officiellement construit. Peu après ces découvertes, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire. Les tunnels ont été scellés à nouveau, les passages ont été remplis. Les sections profondes des sites ont été coupées de toute exploration ultérieure. Une partie de cela a été officiellement étiquetée comme préoccupation de sécurité structurelle nécessaire pour empêcher les effondrements pendant la reconstruction. Mais les décisions sur les tunnels à sceller en premier et les zones à enterrer définitivement ont soulevé des questions discrètes parmi les observateurs, car les passages qui ont été fermés immédiatement étaient toujours ceux qui remettaient le plus en question la chronologie officielle. Les chambres parfaitement voûtées, les puits circulaires massifs, les systèmes ferroviaires inexpliqués, les corridors de briques élaborés qui semblent continuer bien au-delà de la zone d'excavation. Ces tunnels étaient peut-être la découverte la plus mystérieuse de toutes. Ce n'étaient pas des passages aléatoires. Ils faisaient partie d'un réseau organisé, une grille d'infrastructure qui ressemblait moins à des tunnels miniers improvisés qu'à une ville planifiée sous la ville. Alignés, mesurés, systématiques, comme s'ils se connectaient autrefois à un système souterrain beaucoup plus vaste, un système qui s'étendait sous San Francisco bien avant qu'aucune ville que nous reconnaissons n'ait jamais existé en surface. Et pourtant, presque dès qu'ils ont été découverts, beaucoup ont été scellés à nouveau. Leurs entrées bloquées, leurs buts inexplorés, leur existence discrètement retirée des cartes municipales ultérieures. Lorsque vous étudiez les derniers mois des excavations de reconstruction de 1906, quelque chose devient impossible à ignorer. Les projets ne se sont pas terminés naturellement. Ils ont été arrêtés, pas achevés, pas conclus, arrêtés. Plus les équipes de nettoyage allaient en profondeur, plus le ton de leurs notes changeait. Les premières entrées étaient factuelles, presque routinières, mais vers la mi-1907, le langage devient prudent, vague et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait soudainement ce qui pouvait être écrit. Et c'est là que commence le dernier mystère, car les derniers tunnels qu'ils ont ouverts sous San Francisco n'étaient pas ordinaires. Ce n'était pas des services publics victoriens. Ce n'était pas des vestiges de la ruée vers l'or. Ils n'étaient même pas identifiables. C'était quelque chose d'entièrement différent. Plusieurs rapports, les quelques-uns qui ont survécu, décrivaient des travaux de briques qui sont soudainement passés du familier à l'inexplicable, des murs avec des joints si serrés qu'on ne pouvait pas glisser du papier entre eux, des plafonds voûtés façonnés avec une précision que le San Francisco prémoderne n'était jamais censé avoir, des systèmes de fondation construits pour des charges bien plus lourdes que tout ce qui était documenté au-dessus d'eux.
et des corridors qui s'étendaient au-delà de la zone d'excavation, disparaissant sous les bâtiments modernes dans l'obscurité inexplorée. Mais voici la partie qui est toujours enterrée. Les tunnels les plus élaborés étaient ceux qui ont été remplis en premier. Les ouvriers décrivaient le scellement de passages entiers, le blocage d'entrée, le tassement de gravats de tremblements de terre dans des espaces qui venaient d'être découverts. Ce n'était pas graduel, c'était immédiat. L'explication officielle, dommages sismiques, préoccupation de sécurité, priorité de reconstruction. Mais si c'était seulement une question de sécurité, pourquoi les tunnels les plus anciens, les plus propres, les plus solides structurellement étaient-ils ceux scellés en premier? Et pourquoi les sections les plus endommagées ont-elles été laissées exposées pour la documentation? Cela n'a pas de sens à moins que ces couches plus profondes ne posent un type de menace différent, pas une menace physique, une menace historique. Car si l'infrastructure sous San Francisco montrait vraiment des techniques de construction au-delà de la capacité de la ruée vers l'or, et si certains de ces passages ne correspondaient à aucun plan d'urbanisme connu, alors toute l'histoire acceptée de la fondation de San Francisco commence à s'effondrer. Imaginez ce que cela signifierait si le San Francisco moderne était construit au-dessus de quelque chose de bien plus ancien, quelque chose de massif, quelque chose d'ingénieux, quelque chose que nous n'avons pas construit. Imaginez ce que cela signifie si les tunnels remplis de boue n'étaient pas des inondations naturelles, mais des tentatives délibérées par des peuples ultérieurs de cacher ou de réutiliser ce qui existait auparavant. Et peut-être est-ce pour cela que les découvertes de 1906 ont été discrètement réenterrées, non pas pour protéger les sites, mais pour protéger le récit. Les photographies survivantes racontent leur propre histoire. Des ouvriers debout à côté de passages qui semblent presque industriels, des arches qui ressemblent à de l'ingénierie moderne, des systèmes de drainage trop sophistiqués pour leur âge supposé. Ce ne sont pas le genre de découvertes que les historiens aiment expliquer. Ce sont le genre dont ils préfèrent ne pas parler du tout, et cela nous amène à la question finale. Pourquoi les preuves les plus profondes, l'infrastructure la plus ancienne, les couches les plus avancées ont-elles été scellées à nouveau? Parce que lorsque vous prenez du recul, le schéma devient clair. Les travaux de briques parfaits ont été enterrés. Les puits circulaires géants ont été enterrés. Les systèmes ferroviaires inexpliqués ont été enterrés. Les chambres voûtées élaborées ont été enterrées. Les réseaux de tunnels organisés ont été enterrés. Et même des parties des archives photographiques ont disparu, presque comme si l'excavation avait accidentellement révélé un chapitre de l'histoire qui n'était pas censé faire surface. Un chapitre plus ancien que la ruée vers l'or, plus ancien que la colonisation américaine, plus ancien que le récit qu'on nous a donné. Et pendant un bref moment, en 1906, le tremblement de terre a ouvert le sol juste assez pour le montrer. Mais au lieu de l'étudier, ils l'ont refermé, scellé, rempli, oublié, ou ont fait semblant. Car si San Francisco se dresse au-dessus d'une infrastructure construite par une civilisation que nous ne reconnaissons plus, alors la vraie question n'est pas ce qui a été découvert en 1916. C'est ce qui d'autre se trouve sous les villes du monde. Quels autres tunnels, quels autres réseaux, quelles autres couches ont été discrètement réenterrées bien avant que les appareils photo n'existent? L'excavation de 1906 n'était pas qu'un simple nettoyage après un tremblement de terre. C'était un aperçu, un bref aperçu accidentel d'une version de l'histoire que nous n'étions jamais censés voir. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez trouvé cela intéressant, eh bien, il y a beaucoup d'autres villes avec des histoires comme celle-ci. Peut-être vous verrai-je dans la prochaine.